Évolution récente du droit de négociation collective. On l'a dit, 2 points. Premier point, les conditions de majorité référendum et la négociation loyale. Je vais commencer sur les conditions de majorité et Pierre Vignal ensuite enchaînera sur la question de la négociation loyale. Pourquoi on voulait vous parler de ça au départ? C'est que vraiment pour comprendre ensuite le mécanisme de la négociation, il faut toujours avoir en tête quand on rentre dans une négo ces deux questions-là. Pourquoi? La première, c'est qu'est-ce qu'un accord valable? Sur quelles conditions aujourd'hui il est valable? Je parle des accords d'entreprise. Je ne parle pas des accords de branche, puisque pour les accords de branche, on a encore des conditions différentes de validité en nombre de négociateurs, etc. Là, je suis bien sur les accords d'entreprise, collectifs d'entreprise et d'établissement. Là encore, pour les plus anciens d'entre vous, je dis ça parce que moi, je suis vieux maintenant. Donc vous êtes pour la plupart tout jeunes, mais vous n'avez pas connu toutes les évolutions législatives, mais le droit du travail a beaucoup évolué depuis 2012-2013. Et on en était encore à des accords pour les plus anciens. Vous avez entendu parler de ce qu'on appelle le droit d'opposition à un accord collectif. Et donc, on était encore dans des dispositifs où il fallait faire potentiellement plus de 30% des voix aux élections pour pouvoir signer, avec la possibilité de faire un droit d'opposition. Ça, c'est terminé. Les évolutions récentes, au départ, étaient sur certains types d'accords. Maintenant, c'est tous les accords, quels qu'ils soient, sauf les protocoles d'accords préélectoraux, ça c'est autre chose, mais tous les accords collectifs répondent à une condition, on appelle ça l'accord majoritaire. On vous a mis le texte sous les yeux dans le document. Ce qu'il faut retenir du texte, c'est quoi? Ce n'est pas un accord majoritaire calculé avec toutes les OS. Ce serait trop simple. C'est ce qu'on appelle une majorité renforcée. Pourquoi? Parce que la base de calcul qu'on prend, ce n'est pas 50% des suffrages qui sont exprimés lors de la dernière élection. Non, c'est 50%, vous voyez, qui sont exprimés en faveur d'organisations syndicales représentatives. C'est-à-dire qu'on ne prend en compte que le pourcentage de celles qui ont récupéré plus de 10% aux élections, pour calculer. Donc, selon le cas de figure, ça peut être plus compliqué, et en général, c'est plus compliqué d'obtenir cette majorité de 50 que si on prenait tout le monde. Imaginez un éparpillement syndical dans une entreprise où vous avez 2-3 syndicats qui font 5, 6, 7%, et bien tous ces pourcentages-là, on va les évacuer et on ne les prendra pas en compte dans la base de calcul. Donc ça, il ne faut pas l'oublier, c'est important pour le calcul même des 50. Et quand on rentre dans une négo, le principe de base, j'ose dire le réflexe de Pavlov, c'est de savoir et de se compter. C'est-à-dire que j'ai 4 OS qui négocient, qui doit signer, qui peut signer, et permettant d'avoir la validité de l'accord. En fonction des pourcentages, ça peut changer effectivement, et dans les deals ou dans les négos qui peuvent se faire avec la direction, on peut effectivement savoir sur qui compter, savoir qui peut signer, et avec la majorité, donc c'est important aussi de le mettre en perspective. Alors, une fois qu'on a dit ça, maintenant l'accord 50% c'est bien beau, mais le législateur a bien conscience que on n'arrivera pas toujours à avoir ces 50%. Donc, a été trouvé un système, on va dire c'est le plan B, en disant, même si je n'ai pas 50, j'ai la possibilité, cette fois-ci, en passant par le référendum auprès des salariés, de pouvoir quand même avoir un accord valable. Comment ça marche? Déjà, alors voilà, vous avez un tableau, alors ne vous portez pas l'esprit. Le document, vous l'aurez, donc vous pouvez le relire tranquillement. Je ne suis pas en train de vous complexifier à outrance les choses. On essaie d'être le plus simple possible. Ce qu'il faut retenir, c'est quoi? Premièrement, je ne peux proposer un référendum que si l'accord a été signé par des OS qui ont fait plus de 30% aux dernières élections. Si j'ai une pauvre OS toute seule qui fait 10%, enfin 15% aux élections, qui est la seule à signer l'accord, de toute façon, je ne peux pas le soumettre au référendum. Je dois être impérativement entre 30 et 50. Par définition, pas plus de 50, parce que sinon l'accord s'applique et je n'ai pas besoin de référendum. Mais entre 30 et 50, je rentre dans ce cadre-là. Donc, ce qu'on vous a mis dans le document, vous voyez, plusieurs possibilités. La première possibilité, c'est personne ne le demande. Et qui est-ce qui si personne ne le demande et que l'employeur ne demande pas non plus, c'est simple, il n'y a pas de consultation, c'est terminé. Donc, il faut qu'une OS ou plusieurs OS ensemble qui ont signé l'accord puissent demander ce référendum.
Alors, il y a des délais, je ne passe sur les détails, vous voyez, vous avez un mois, grosso modo, l'accord est signé pour pouvoir le demander. Et ensuite, une fois effectivement je l'ai demandé, il y a deux solutions. Soit, là encore, on invite les OS qui n'ont pas signé à pourquoi pas signer l'accord, c'est possible, ça permet la deuxième chance. Et évidemment, si on se retrouve au-dessus de 50, tranquillement, il n'y a pas de consultation puisqu'on est passé au-dessus de 50. Mais le cas de figure le plus classique, c'est je demande effectivement, les autres restent sur leur position et ne signent pas, et du coup, on va se retrouver effectivement avec une consultation, c'est pour ça que ça s'appelle un référendum, on va faire une consultation des salariés pour savoir si oui ou non ils veulent, ils souhaitent que cet accord s'applique. Alors, je passe au cas de figure où c'est l'employeur lui-même qui en fait reprend la main, c'est possible aussi. Et ces problématiques-là, au-delà pour faire vite, parce qu'on va voir cet après-midi, il faut avoir conscience que c'est un outil juridique récent qui pose de multiples questions. Il pose des questions sur le périmètre du champ de la consultation, quand vous êtes sur un établissement et qui concerne effectivement un service simplement ou quelques salariés. Est-ce qu'on consulte tout le monde? Est-ce qu'on ne consulte pas tout le monde? Voilà. Il y a des points d'interrogation importants. La jurisprudence commence à avancer sur ces questions-là, mais on est quand même au balbutiement de ce que peut être un référendum, avec pour nous, en tout cas, un point d'interrogation majeur, c'est la neutralité de l'employeur. Pourquoi? Parce que vous savez tous qu'en matière notamment d'élection, l'employeur a une obligation de neutralité, c'est un principe constitutionnel. Ici, par définition, quand on consulte les salariés, est-ce qu'il doit être totalement neutre ou pas, en sachant qu'il peut participer à la demande avec les autres organisations syndicales. Donc ça, c'est vraiment des questions importantes qui vont certainement, dans les années à venir, nourrir la jurisprudence, parce que, je le répète, on est quand même au tout début de ce processus. Alors, ça, c'est pour le référendum à gros traits. Ce que je vous propose, c'est qu'on parle un petit peu de la négociation loyale, et que si vous avez des questions sur cette introduction générale, que ce soit sur l'accord majoritaire, référendum, négo loyal, une fois que Pierre aura fini son petit laïus sur la négo loyale, on prenne quelques questions avant d'entamer le vif de la question. Merci beaucoup. Oui, effectivement, ça nous paraît être le deuxième point important qu'il faut avoir à l'esprit quand on est dans une négociation, et c'est peut-être, à mon avis, le plus important à avoir en tête dans une négociation. Parce que, effectivement, Vincent l'a dit, la négociation collective a subi une évolution très importante qui consiste, dans l'esprit du législateur, à considérer que dès lors qu'un accord est intervenu, et dès lors qu'il a été valablement signé, on a vu comment, et le principe majoritaire a participé à cette construction-là, dès lors que l'accord est intervenu et que les organisations syndicales sont parvenues à un accord avec l'employeur, l'histoire s'arrête. C'est-à-dire qu'il n'y a plus véritablement de contrôle, en tout cas, il a tendance à se retirer, et notamment le contrôle du juge, sur le contenu de l'accord, à part quelques violations assez graves, en particulier les discriminations et les libertés fondamentales. Mais en dehors de ça, le contenu de l'accord est très peu vérifié et très peu contrôlé par le juge. Ce qui veut dire qu'il y a une attention très particulière à avoir sur la manière dont l'accord est formé. Et le principe cardinal en matière de formation de l'accord, c'est évidemment la loyauté de la négociation. Donc la négociation loyale, on ne part pas tellement d'un terrain tout à fait vierge, mais enfin, l'essentiel de la notion et du concept de négociation loyale est encore pour le moment à définir. On a une base qui est reprise là dans le texte que je vous ai donné. Alors, c'est un texte qui est intégré dans la partie du Code du travail à propos de la négociation annuelle obligatoire. Mais de notre point de vue, et c'est le point de vue dominant, c'est. Bon, voilà, nickel. Merci. Merci. Donc oui, la négociation loyale, même si l'article que vous avez sous les yeux est intégré dans la partie du Code du travail sur la négociation obligatoire, il nous paraît assez clair que la façon dont la négociation loyale est définie dans cet article-là vaut pour toutes les négociations.
Vous avez vu qu'essentiellement, la loyauté de la négociation se structure autour de trois questions. En tout cas, le Code du travail la structure autour de trois questions pour l'instant. D'abord, c'est le calendrier des réunions. Ça paraît une évidence, mais enfin, je sais que le calendrier des réunions n'est pas toujours parfaitement défini à l'avance. Et ça autorise aussi, en tout cas, le flou bénéficie parfois à l'employeur dans la manière dont il peut rythmer les négociations et dont il peut rythmer les réunions. Donc, la négociation loyale doit partir d'un accord, en tout cas d'une constatation autour du calendrier des réunions. Ensuite, et c'est sûrement le point essentiel, le Code du travail prévoit que pour qu'une négociation se tienne loyalement, il faut que, en quelque sorte, les parties à la négociation parviennent à une forme d'égalité. Et alors avec tout ce que ça comporte pendant du travail, mais en tout cas, sur une négociation collective, l'égalité des parties va essentiellement passer par la question du partage de l'information. Et donc, c'est pourquoi le Code du travail aborde la question aussi en disant que une négociation pour être loyale doit s'articuler autour d'informations et que les informations nécessaires pour négocier en toute connaissance de cause doivent être livrées aux organisations syndicales. Ça, je sais que c'est un point particulièrement important. Et il est aussi particulièrement important parce qu'en règle générale, les informations nécessaires pour négocier en toute connaissance de cause sont précisément celles qui ne sont pas fournies pour la négociation d'un accord collectif, parce qu'effectivement, l'égalité des parties n'est pas tout à fait ce qui est visé dans une négociation. Donc, c'est un point absolument essentiel parce que ça vient aussi dans une deuxième dynamique qui a été celle, bon, ce n'est pas le sujet de notre développement aujourd'hui, mais qui est l'espèce d'affaiblissement qu'on a connu de l'information consultation du CSE et la façon dont aujourd'hui l'information, la représentation du personnel en termes d'information consultation s'appauvrit, ou en tout cas se multiplie tellement qu'elle devient difficile à suivre. Et donc l'accès à ces informations-là peut être une occasion pour aborder un point particulier et demander des informations sur un point particulier qui d'habitude n'est pas abordé en CSE. Je prends un exemple, si vous avez un accord sur le parcours des mandatés, comme c'est la mode en ce moment, eh bien, je pense que pour négocier en toute connaissance de cause, vous seriez en capacité de demander à connaître l'évolution de type d'un salarié mandaté par rapport à un autre salarié, la moyenne des rémunérations de salariés type, même au fil de l'ancienneté, voir les écarts qui se creusent. Je pense que ces informations-là, qui évidemment ne sont jamais données et qui évidemment ne sont jamais produites, pourraient, là, dans une négociation comme ça, faire partie de celles dont il faudra avoir connaissance pour négocier en toute connaissance de cause. Donc voilà, c'est un petit peu, à mon avis, le principe essentiel. Et le dernier, en tout cas légal, le dernier, c'est la réponse motivée aux éventuelles propositions des organisations syndicales. Vous avez vu que le Code du travail est sympathique, il dit que vous avez éventuellement des propositions à formuler. En tout cas, si vous en avez, l'employeur doit vous fournir une réponse motivée. Ça non plus, ça ne va pas de soi. Et ça me semble être aussi un point important. Je sais que les négociations ne se tiennent pas comme ça. Je sais que les calendriers ne sont pas donnés. Je sais que les informations ne sont pas données. Je sais que les réponses ne sont pas apportées. Et je pense que les organisations syndicales, et nous en particulier, avons aussi un rôle à jouer pour que ces pratiques-là deviennent incontournables. Et je pense qu'aujourd'hui, on devrait, et surtout vu la force que prend l'accord collectif, on devrait systématiquement, de la même manière qu'on le fait en CSE, avoir un procès verbal de chaque réunion de négociation, avoir même un enregistrement, comme on le fait là. Un enregistrement, c'est bien utile quand on veut se remémorer ce qui s'est dit pendant une réunion. Un enregistrement de toutes les réunions de négociation, des cahiers de revendicatifs, comme on a l'habitude d'appeler ça, de manière à ce que lorsque on s'interrogera sur la question de savoir si la négociation avait été ou pas loyale, et en fait, lorsque vous viendrez nous voir en nous disant nous avons subi une négociation déloyale, on est les pièces pour le montrer, on est les éléments pour prouver qu'effectivement la négociation n'a pas été menée dans les règles. Pour refermer cette page sur la négociation loyale, j'attire votre attention sur un principe qui, en fait, n'aura pas vocation à jouer là, dans les accords qu'on va voir aujourd'hui, mais on voit bien comment le principe de loyauté avance dans la construction juridique. Et vous avez des arrêts très récents qui ont posé le principe qui est extrêmement important dans de nombreuses matières, pas dans celle qui nous occupe aujourd'hui, mais dans de nombreuses matières, qui consiste à poser la négociation, et la négociation loyale, donc qui est menée dans les conditions qu'on a vues avant, comme un préalable
à la décision unilatérale de l'employeur. Lorsque le Code du travail dit que l'employeur peut prendre une décision, l'employeur définit, l'employeur dit, l'employeur fait, à défaut d'accord ou en l'absence d'accord, les deux mots sont jugés par la Cour de cassation comme tout à fait équivalents. Ce à défaut d'accord ou en l'absence d'accord doit s'entendre comme après avoir loyalement mais vainement tenté de négocier un accord. Et vous avez deux arrêts très importants qui ont été rendus, qui pour l'instant restent cantonnés à la matière électorale, c'est-à-dire c'est la détermination des établissements distincts et sur le vote électronique. Mais je dis que la généralisation est pressentie par certains auteurs. Effectivement, on voit bien poindre que, de plus en plus, le préalable de négociation et de négociation loyale va devenir un principe important. Et il joue essentiellement dans des matières, j'ai compté, j'ai fait une recherche, il y a 98 fois le mot à défaut d'accord dans le Code du travail. Ça donne une toute petite impression de l'ampleur que peut prendre la question. Et c'est des questions très importantes. C'est aussi le fonctionnement du CSE, dans lequel il y a énormément de fois la formule à défaut d'accord, et aussi une matière cruciale qui est le temps de travail. Dans l'architecture du code, le à défaut d'accord est omniprésent en matière de temps de travail. Est-ce qu'on aura un arrêt de la Cour de cassation qui nous dira que, également en matière de temps de travail, ce à défaut d'accord doit s'entendre comme après une tentative loyale de négociation? Je ne suis pas parfaitement sûr que ce sera le cas, mais on peut l'imaginer. Et si tel est le cas, en tout cas, il faut s'y préparer parce que ce sera une évolution considérable dans la manière dont on négocie. Je crois que j'ai fait le tour de la question de la négociation loyale, même si effectivement on